Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast de France Invest, le rendez-vous du capital investissement. Tous les mois, nous vous proposons analyse, vision et retour d'expérience pour décrypter et comprendre comment le capital investissement construit l'économie de demain. Parce que l'avenir est capital et qu'investir, c'est le construire. Aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur le marché secondaire. Forte expansion, révolution en marche, les qualificatifs du marché secondaire sont de plus en plus nombreux à mesure que ce pan du capital investissement se développe en France. Aujourd'hui, le marché représente 225 milliards de dollars au niveau mondial en 2025 et on lit depuis plusieurs mois des articles qui disent que le marché du capital investissement, ou en tout cas la croissance du marché du capital investissement, est porté par le secondaire. Alors dans ce podcast, on avait envie de se poser une question centrale: pourquoi les acteurs du capital investissement doivent-ils s'intéresser sérieusement au secondaire? Et cette question, nous allons la poser à Johan Kojol. Bonjour Johan. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super, merci. Merci de me recevoir. Merci à toi d'être avec nous dans ce podcast donc France Invest. Tu es président du club secondaire chez France Invest, tu es managing partner chez Rockbuy. Je crois d'ailleurs que le club secondaire est assez récent chez France Invest. Ouais, c'est le dernier né chez France Invest. On y travaille avec mon confrère François Aguerre de chez Coller. D'accord. Et donc le club est en cours de lancement depuis maintenant 12 mois. On travaille sur la première étude et sur le premier événement qui aura lieu le 26 mars. Parce que justement, le secondaire prend de plus en plus de place dans le monde du capital investissement et que ça nécessite d'accompagner cette croissance. Oui, tout à fait. Je pense que du côté de France Invest, il y avait ce constat partagé que c'est un segment du marché qui a pris beaucoup d'ampleur, en particulier ces 5 à 10 dernières années, et qui avait donc probablement un petit trou dans la raquette que donc on s'emploie à essayer de combler maintenant. Il y a des chiffres effectivement de croissance assez impressionnants sur le secondaire. Tu vas nous en parler dans un instant. Juste avant, quand on parle de capital investissement de marché secondaire, on parle de quoi? Il y a différentes stratégies en fait derrière. Oui, tout à fait. Le marché du secondaire, c'est le marché de la seconde main. Ça, c'est assez facile à comprendre. Donc, grosso modo, les investisseurs qui rentrent dans les fonds en primaire sont bloqués pour une dizaine d'années, parfois un petit peu plus dans les fonds. D'accord. Et sont parfois en recherche de solutions de liquidité, soit pour des raisons eux-mêmes de recalibrage de leur bilan, soit tout simplement pour aller chercher de manière plus dynamique et arbitrer de manière plus dynamique leur allocation et leur performance. Donc c'est un marché de la seconde main dans lequel on se pose en tant qu'acheteur pour venir reprendre des positions qui sont détenues par des investisseurs dans des fonds. Et donc on se remet à leur place, on reprend l'accès au portefeuille sur lequel ils étaient exposés. D'accord. S'il reste du capital non appelé, évidemment on s'engage à le verser. Bref, on reprend l'ensemble de leurs droits et obligations dans un fonds donné. Ça veut dire que c'est des fonds qui investissent dans des fonds, si je comprends bien, à la place de certains investisseurs. On reprend des parts dans des fonds déjà constitués, dont le portefeuille est déjà constitué et qui en général ont déjà une certaine maturité, c'est-à-dire plusieurs années. Et donc, moi j'ai coutume de dire, au lieu d'acheter en fait sur plan au démarrage, comme on le fait sur le marché primaire, avec un portefeuille qui est vierge et à constituer, là on achète sur pièce, puisque le portefeuille est déjà là, et donc on peut rentrer dans le détail, regarder les sociétés, les analyser, et in fine, s'il y a une conviction et s'il y a un intérêt, on peut être conduit à faire une proposition d'achat au vendeur. Donc les fonds de secondaire investissent aux côtés d'autres investisseurs institutionnels quand il y a une place qui se libère, si je comprends bien. Exactement. Ça, c'est le premier volet du marché et de la stratégie. Il y en a un deuxième qui a pris beaucoup d'essor ces dernières années et qui probablement croît même encore plus vite que ce premier volet que j'indiquais. Donc le premier volet, on appelle ça dans le jargon les LP stakes, quand on vient vraiment racheter une position d'un investisseur dans un fonds donné. D'accord. Le deuxième volet, c'est celui des véhicules de continuation. On appelle ça dans le jargon anglais les approches GP-led, puisque c'est à l'initiative du gérant. Et donc, dans cette deuxième approche, c'est un peu différent. C'est le gérant lui-même qui organise la liquidité et donc qui va créer un véhicule pour les besoins d'une transaction de secondaire dans lequel donc, il va proposer à des investisseurs secondaires de rentrer pour venir financer le rachat d'un portefeuille qu'il détient déjà. D'accord. Donc, c'est le gérant qui, grosso modo, réorganise son portefeuille en faisant passer les actifs d'une poche à l'autre avec donc le concours et l'argent des investisseurs de secondaire, et ça lui permet de générer de la liquidité pour ces investisseurs d'origine du premier fonds. Quand tu dis portefeuille, ça veut dire qu'il récupère l'intégralité du portefeuille ou il récupère les participations qui l'intéressent au sein du portefeuille? Tout est possible, c'est ça la beauté, et c'est ça aussi qui plaît aux investisseurs comme aux gérants actuellement, c'est qu'on peut tout imaginer, on peut détourer une société en particulier si on estime qu'elle a vocation à être détourée toute seule et à faire l'objet d'une transaction et d'un véhicule dédié à cette société, mais ça peut aussi être un panier plus ou moins diversifié de sociétés, ça peut être une combinaison de différents portefeuilles à l'intérieur de l'ensemble du portefeuille d'un gérant donné, ça peut être une tranche donnée de tout un portefeuille, tout est possible. La finalité, c'est vraiment de générer de la liquidité sur le portefeuille historique et de le faire avec une configuration de transaction qui évidemment est reconnue par le marché et avec des acheteurs qui sont capables de se positionner en face.
Si je prends un exemple, ça veut dire que je suis un fonds de capital investissement, j'ai collecté, j'ai investi dans 10 entreprises, au bout de 10 ans, mettons que c'était la maturité de mon fonds, là je me dis tiens, il y a 3-4 entreprises que je continuerai bien à accompagner parce que je sens qu'il y a un potentiel de croissance, et c'est là où je vais voir des acteurs du marché secondaire pour dire je vais liquider le premier fonds, mais je vais quand même créer un autre fonds, je vais garder ces entreprises-là, et c'est là où vous allez m'accompagner, c'est ça ? Alors ça, c'est la théorie, mais c'est Oui. tout à fait ça. En pratique, il faut tordre le cou, je pense, à une idée reçue. Le secondaire, c'est pas la voie unique, évidemment, qui est en train d'écraser toutes les autres. C'est une solution de plus dans la panoplie pour générer de la liquidité. Et donc, typiquement, sur ton exemple du portefeuille de 10 sociétés, en moyenne, il y en a une qui a le bon profil pour faire l'objet d'un véhicule de continuation. Donc, sur un portefeuille de 10, ce serait plutôt une société. Il nous arrive de travailler sur des véhicules de continuation, il y en a beaucoup en ce moment sur le marché qui regroupent plusieurs actifs, mais en général, tu es venu sélectionner l'actif star, ou en tout cas vraiment l'actif qui a le profil qui convient dans plusieurs portefeuilles. Et c'est ça qui te permet de recréer un véhicule de continuation avec plusieurs actifs. Parce que, encore une fois, pour tordre le cou à cette idée qui circule pas mal en ce moment, le secondaire n'a pas vocation à venir en relais sur des sociétés, sur un nombre très important de sociétés. D'accord. On est vraiment sur quelque chose d'assez pointu pour des sociétés qui, encore une fois, le justifient. Donc c'est très ciblé, très pointu, Exactement. Très analysé. Quel intérêt pour le fonds primaire et quel intérêt pour le fonds secondaire d'aller sur un véhicule de continuation ? On rappelle que c'est un des deux mécanismes, hein. Il y a l'autre mécanisme qui est celui d'investir directement aux côtés des institutionnels. Oui, il y a beaucoup de questions autour notamment des véhicules de continuation, davantage que sur les rachats de parts qui sont plus classiques et qui existent depuis déjà pas mal de temps, qui grosso modo fonctionnent de manière très fluide sur le marché. Il y a beaucoup de questions parce qu'évidemment, il y a eu aussi un certain nombre de choses au démarrage qui étaient parfois, qui pouvaient poser question sur l'alignement d'intérêts, sur la gouvernance, sur la qualité même intrinsèque des actifs considérés. Aujourd'hui, c'est un marché qui est devenu mature. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut effectivement être capable d'identifier un actif qui a vocation à être vendu sur le marché, qui pourrait être vendu sur le marché, mais pour lequel le gérant estime qu'il a encore une légitimité pour prolonger son accompagnement, et plutôt que de le vendre d'une manière un peu sèche et définitive, il va se laisser la possibilité de retourner dans la transaction, en tout ou partie. Donc si on prend l'exemple d'un fonds qui était majoritaire, il peut effectivement monter un véhicule de continuation pour rester majoritaire au capital. Il peut également le faire dans une logique de co-contrôle, en partageant avec un nouvel investisseur qui viendrait en relais et en co-contrôle avec lui. Il peut même passer minoritaire en vendant la majorité à un nouvel acteur qui vient faire qui vient prendre le chapitre suivant de croissance ou le LBO suivant. Donc toutes les configurations sont possibles. Encore une fois, ça dépend vraiment de l'actif et des différents paramètres qui peuvent être mis sur la transaction. Donc vous avez que des bons dossiers dans le secondaire, puisque finalement c'est les gens du marché primaire qui viennent vous voir en disant voilà, là on a les entreprises qu'on a envie de continuer à oui, on voit des belles accompagner. Choses. Aujourd'hui, c'est l'état du marché, c'est ça, c'est vraiment être capable de détourer l'actif qui a une croissance, un potentiel de croissance d'ailleurs organique comme externe, en tout cas qui a un potentiel de développement très fort et pour lequel le gérant estime que ça vaut le coup de retenir dans son portefeuille un peu plus longtemps cet actif-là, quitte évidemment à le faire changer de poche, puisqu'il faut passer par cette mécanique du véhicule de continuation dans une entité qui est liée au gérant pour pouvoir basculer les actifs. Bon alors explique-nous, parce que c'est pour ceux qui nous écoutent, tu nous dis que dans un portefeuille de 10 sociétés, il y en a potentiellement une qui est éligible à ces fonds de continuation, et pourtant on a un marché qui croît de manière assez impressionnante, du secondaire qui croît de manière assez impressionnante d'année en année. Comment on explique alors qu'il y ait autant de transactions qui se réalisent aujourd'hui ? Alors, il y a deux choses dans ta question. Peut-être on peut dire un mot sur le marché. Le marché, il croît très vite en secondaire. Il est en phase quasi explosive, je dirais. Les chiffres le prouvent. Les chiffres 2025 viennent de sortir. Donc, tu l'as dit, il y a 225 milliards au niveau global. On parle au niveau international. Il y a 225 milliards de dollars qui se sont investis dans les transactions l'année dernière, en 2025. C'est à peu près 60-40 entre les rachats de parts et... donc ça, c'est plutôt 60%, la grande majorité, on va dire. Et puis, la petite majorité, ce sont les véhicules de continuation. D'accord. C'est un marché qui pesait 160 milliards en 2024, l'année précédente, donc c'est quand même plus 40% sur un an. Donc c'est un marché qui chaque année bat ses records, qui pesait il y a 5 ans une petite centaine de milliards de dollars, et il y a 10 ans c'était moins de 50 milliards. Donc on est sur un taux annuel capitalisé, le fameux CAGR, qui est de l'ordre de 20%.
Donc 20% de croissance de marché, c'est très significatif. Pour donner un ordre d'idée, si on regarde sur le volume de transactions dans le marché primaire, et en particulier private equity, c'est à peu près 2 fois moins. C'est plutôt de l'ordre de 10-12%. Donc c'est un marché qui croît vite. Une fois qu'on a dit ça, c'est un marché, le secondaire, qui est tout petit en regard du marché primaire, qui lui-même s'est beaucoup développé depuis plus de 30 ans, et notamment avec une phase là aussi assez explosive, et en particulier en France et en Europe, ces 10 à 15 dernières années. Donc il y a un marché primaire, donc il y a un stock en fait de sociétés dans les portefeuilles des fonds private equity, venture de toute nature, qui est assez important aujourd'hui. C'est plusieurs milliers de milliards, sans barber avec des chiffres, mais c'est plusieurs milliers de milliards, quasiment 10 000 milliards de stock de NAV dans les portefeuilles, donc de stock de valeur liquidative dans les portefeuilles. Et en face de ça, il y a un marché du secondaire qui, à son meilleur l'année dernière, fait un petit peu plus de 200 milliards. Donc on voit bien qu'il y a un écart encore très important. C'est un marché qui est grosso modo sous-capitalisé. Il y a plus de demandes que d'offres. D'ailleurs, le dry powder, donc la poudre sèche qui est disponible pour faire des nouveaux investissements sur le marché du secondaire, c'est amenuisé l'année dernière puisqu'il y a beaucoup de capital qui s'est déployé dans les transactions. D'accord. Donc il y a grosso modo une petite année de poudre sèche qui est disponible sur le marché du secondaire aujourd'hui. Ça veut dire qu'on s'attend à ce que, évidemment, il y ait beaucoup de levées de fonds qui arrivent dans les mois à venir. Et ça s'illustre bien, on le voit bien aujourd'hui. Ce n'était pas l'objet de ta question immédiate, mais on le voit bien aujourd'hui avec la consolidation du marché qui est à l'œuvre. Besoin de plus de liquidité pour accompagner les transactions, puisqu'effectivement, si le marché est en croissance, c'est parce qu'il y a des transactions qui attendent des investisseurs, si je comprends bien. Exactement. On voit passer beaucoup d'opérations de toute nature, à la fois sur des rachats de portefeuille, sur des véhicules de continuation, qu'ils soient donc centrés sur un seul actif ou diversifiés sur plusieurs actifs. On voit des transactions qui ne vont pas au bout, alors pour des raisons de marché, parce que parfois le vendeur ne trouve pas d'acheteur qui se positionne face aux conditions qu'il attend, mais aussi parce qu'il y a parfois aussi un manque de profondeur sur certaines typologies de fonds, sur certains segments du marché. Il y a un manque de profondeur dans l'offre à l'achat du côté du marché du secondaire, tout simplement. Ça veut dire qu'on va voir quoi, d'autres acteurs du secondaire émerger demain, ou des levées de fonds de plus en plus conséquentes pour venir alimenter justement ces besoins de liquidité aujourd'hui? Oui, c'est un peu tout ça. On le voit bien, il y a une chaîne alimentaire qui est en train de se constituer. Il y a eu beaucoup de consolidation, donc de rachats récents plutôt sur le haut de la chaîne ces derniers mois, c'est-à-dire des très gros qui se fusionnent ou se rachètent entre eux, ou des acteurs quoi, du secondaire? Acteurs du private equity, qui viennent mettre la main sur des équipes et des produits de secondaire pour compléter leur gamme, puisque un certain nombre d'acteurs, ou renforcer en tout cas leur gamme avec des produits de secondaire qui sont assez recherchés aujourd'hui par les investisseurs. Et donc on voit effectivement des grosses plateformes qui fusionnent entre elles ou qui viennent faire des rachats en milieu de tableau, si je puis dire. Et il y a une régénération par le bas qui est en train de se faire, à laquelle Rockbuy contribue, et tout comme d'autres acteurs. Donc je pense qu'effectivement il y a une dynamique qui est très favorable de ce point de vue-là. Et puis ensuite il y a une contribution aussi du retail qui est de plus en plus significative. Donc les investisseurs particuliers qui rentrent de plus en plus nombreux sur ce marché-là, à la faveur notamment des grandes plateformes qui en ouvrent l'accès. Et il se trouve que les produits de secondaire ont des risques-rendements, comme on dit dans le jargon, qui sont très adaptés par rapport à ce qu'un particulier peut rechercher. Donc ça fait aussi partie des éléments qui contribuent et qui vont contribuer dans le futur à la croissance de ce marché. Justement, les investisseurs retail, la démocratisation du capital investissement, on en a parlé dans un autre podcast, ça se marie plutôt bien avec le secondaire aujourd'hui? C'est des croissances qui s'alimentent mutuellement? Écoute, sur le papier, ça se marie même très bien. Aux États-Unis, c'est déjà très visible. Ils ont les fonds 40 Act, qui sont des fonds evergreen, pour lesquels ils flèchent en fait une grande partie des capitaux levés vers des stratégies de secondaire, puisque encore une fois, le couple risque-rendement et la vélocité des distributions que tu peux attendre en moyenne sur un produit de secondaire sont très adaptés par rapport à ce que recherchent les particuliers, avec une granularité dans le portefeuille sous-jacent qui en général est très diversifié et qui permet aussi de générer une liquidité plus régulière, donc de construire une courbe de liquidité qui est intéressante pour le particulier. Et c'est en train évidemment d'arriver aussi en France et en Europe, ça a déjà commencé et ça va se poursuivre. Si on va un peu plus sur ton métier, est-ce que quand on est professionnel du capital investissement secondaire, on fait le même métier qu'un gérant d'un fonds primaire? Alors, pas vraiment. On travaille sur le même marché, on analyse d'une certaine manière les mêmes sociétés, pas forcément au même moment, mais en tout cas, on est conduit à travailler sur un univers des possibles qui est similaire. Ensuite, le travail au quotidien est un peu différent.
Il se trouve que j'ai pas fait que du secondaire dans ma carrière, donc ça me permet aussi de comparer un petit peu par rapport à ta question. Bien sûr. C'est un métier qui est très analytique, très financier. Dans les jeunes années, c'est beaucoup, pour les professionnels, c'est beaucoup d'analyse, de modélisation financière. Ensuite, il y a aussi toute une partie transactionnelle et d'exécution qui est là pour le coup assez proche du marché direct, puisqu'il y a une bonne partie du marché maintenant et de plus en plus qui est intermédiaire. Et donc des transactions qui sont compétitives et de plus en plus compétitives, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles. Et donc il y a une dimension transactionnelle qui devient aussi de plus en plus prépondérante. Il y a aussi d'une certaine manière une prime à la spécialisation. C'est un marché qui, dans son ensemble, on va dire à peu près 90% du marché, 85-90% du marché est généraliste sur des positionnements mid-market et large cap buyout, donc plutôt sur les entreprises de taille importante. Et c'est un marché qui est quand même en train de s'ouvrir à un début de spécialisation avec des acteurs qui peuvent s'intéresser à des fonds spécialisés dans la dette, à des fonds spécialisés dans la technologie, dans les infrastructures, etc. D'accord. Et donc le sens de l'histoire pour ce marché, c'est aussi d'aller vers davantage de spécialisation, ce qui permet aux acteurs d'être plus compétitifs dans les transactions et évidemment plus précis aussi dans leur capacité à analyser et à mettre un prix sur les sociétés qui sont considérées. Justement, une autre question qu'on peut se poser, parce qu'effectivement, donc tu nous as parlé de ces besoins d'investissement et de liquidité dans le secondaire, justement pour aller chercher un certain nombre de transactions. Quand on a des fonds primaires qui viennent nous chercher pour créer des fonds de continuation ou quand on va investir aux côtés d'institutionnels, est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires dans le secondaire ou est-ce qu'on arrive après la bataille ? Non, on va faire des bonnes affaires dans tous les marchés, sur le secondaire comme dans les autres marchés, du private equity ou plus largement. Non, mais c'est l'objectif pour un gérant. Évidemment, on travaille dans un marché qui est en partie intermédiaire. Et donc là, il s'agit effectivement d'être compétitif et d'avoir des arguments à faire valoir pour essayer évidemment d'acheter les meilleurs actifs au meilleur prix. Et on le fait avec toujours plus d'accompagnement opérationnel. En tout cas, même dans le secondaire, on devient de plus en plus actif aux côtés des fonds dans lesquels on investit et des gérants de ces fonds. Donc très clairement, on essaie d'être compétitif sur les transactions. Et puis ensuite, il y a une partie du marché, notamment quand on descend un peu sur le small cap, qui est plus inefficiente, pour lesquelles il y a des effets de réseau qui peuvent jouer, qui peuvent permettre de travailler hors marché. Okay. Il y a certains investisseurs qui sont parfois vendeurs de leur position sur des positions de taille relativement limitée, pour lesquelles il n'y a pas vraiment d'enjeu à aller chercher une intermédiation, et parfois aussi pour des contraintes qui leur sont propres, de timing, de rapidité d'exécution de la transaction ou de confidentialité. Donc on arrive à travailler dans un marché qui est à la fois intermédiaire et puis qui peut être aussi un peu plus propriétaire, comme on dit là aussi dans le jargon, et d'accéder à des opportunités qui sont que tu peux considérer comme des bonnes affaires. Je reviens sur ton rôle de président du club secondaire chez France Invest et la question qu'on se posait au départ. Pourquoi est-ce que les acteurs du capital investissement en France doivent-ils s'intéresser au marché du secondaire aujourd'hui ? Il y en a un grand nombre qui le fait déjà. Je pense que c'est incontournable. Et alors là, pour le coup, je ne dis pas ça pour prêcher, entre guillemets, pour ma paroisse. Je pense qu'objectivement, c'est un marché qui s'est fortement développé, qui devient donc une nouvelle dimension du métier en private equity, qu'on le veuille ou non, qui quand même est porté par des investisseurs ou des gérants de fonds qui, pour beaucoup, l'ont fait pour la première fois ces dernières années. Il faut savoir que sur l'année 2024, les chiffres sont connus. Sur l'année 2025, ils ne sont pas encore connus, mais tout laisse penser qu'ils seront du même acabit. Il y a à peu près un acteur sur deux qui est intervenu dans une transaction, donc le fameux 225 milliards de taille de marché qu'on évoquait. Il y a à peu près un acteur sur deux qui est intervenu pour la première fois sur le marché secondaire. Donc c'est un investisseur qui, pour la première fois, s'est tourné vers le marché secondaire pour vendre une de ses positions. Ou un gérant qui, pour la première fois, a identifié un actif dans son portefeuille qui pouvait faire l'objet d'un bon alignement d'intérêts entre toutes les parties prenantes pour créer un véhicule de continuation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'abord, il y a l'autre moitié qui sait le faire, qui a l'habitude de le faire, mais il y a donc cette nouvelle moitié qui le fait pour la première fois, et une fois qu'ils l'ont fait et qu'ils ont trouvé que ça répondait correctement aux besoins de liquidité qui étaient recherchés, sont des personnes qui ont vocation à le refaire. Ce sont des gérants qui ont vocation à le refaire, qui au passage créent la courbe d'apprentissage, créent le mode d'emploi en interne, s'entourent des bons prestataires, découvrent un peu quelles sont aussi les attentes des acheteurs et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut correctement aligner les intérêts et la gouvernance, et qui, une fois qu'ils ont fait ce travail-là, ont vocation quand même à capitaliser dessus pour le refaire. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché qui est dynamique, qui est en croissance, mais pour lequel il y a un certain nombre de ressorts sous-jacents qui laissent penser que le marché va continuer à fortement se développer. Et donc, pour répondre totalement à ta question, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a maintenant dans la panoplie ces outils-là qui existent et qui fonctionnent et qui sont mûrs.
après 10, 20, 30 ans pour certains d'usage répété et rodé au contact du marché. Pour ceux qui ne le font pas encore, c'est presque une perte d'opportunité. Ça va devenir compliqué d'expliquer à ces investisseurs que certains confrères le font et le font bien, mais que soi-même, on est encore en train de se questionner sur est-ce que je devrais le faire, est-ce que je ne pourrais pas accélérer un peu la liquidité de tel ou tel actif ou de tel ou tel portefeuille en réfléchissant dans une approche secondaire. Donc c'est un enjeu de compétitivité, je dirais, et de rester au contact du marché. Et puis par ailleurs, si on se met dans la position du gérant, c'est aussi une manière de travailler l'actif sous gestion. Il ne faut pas se cacher. C'est une manière de continuer à lever dans une période qui, par ailleurs, est compliquée sur les fonds principaux ou sur les flagships habituels. Donc, c'est une manière de continuer à travailler sa croissance, notamment la croissance de son actif, celle de ses frais de gestion aussi. Je pense qu'il faut le dire en toute transparence. Dans une bonne transaction secondaire, tout le monde est gagnant. Le gérant est content, évidemment, de continuer à accompagner l'actif et de continuer à en vivre. Les acheteurs sont évidemment ravis de rentrer et les vendeurs sont aussi très contents de pouvoir vendre et récupérer la liquidité. C'est ça qu'il faut rechercher comme alignement d'intérêt sur une transaction. Ça va devenir une demande des investisseurs dans les prochaines années, selon toi, d'avoir cette possibilité de sortir sur le marché secondaire ? On le voit déjà dans les règlements des fonds ou dans les side letters, dans les avantages particuliers qui sont demandés par les investisseurs. De plus en plus, on voit fleurir des clauses dans lesquelles les investisseurs demandent à être tenus informés s'il devait y avoir effectivement une transaction secondaire, un véhicule de continuation. Ils demandent à être informés et, si possible, à bénéficier d'un droit de priorité de la même manière qu'ils le font avec le co-investissement. Donc ça devient, encore une fois, un instrument qui rentre de manière a priori définitive quand même maintenant, parce qu'il y a beaucoup de recul et beaucoup de maturité, comme je le disais, donc qui rentre de manière définitive dans la panoplie du gérant. Si on essaie de se projeter un peu dans les prochaines années, toujours pour que ceux qui nous écoutent essayent de comprendre un petit peu ce qui se joue sur le marché du secondaire aujourd'hui, et peut-être à la lumière de ce que tu peux voir dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, c'est un marché qui va continuer à croître sur les mêmes ratios de croissance qu'on voit aujourd'hui, selon toi ? Écoute, j'ai pas la boule de cristal. Ce sera intéressant de voir effectivement quand les autres voies de sortie plus classiques vont se réactiver de manière plus forte. On peut penser notamment aux introductions en bourse en France, en Europe, évidemment au marché du M&A qui est quand même sur un rythme qui est assez erratique depuis maintenant quelques années. Quand tous ces moteurs-là habituels vont se rallumer, le consensus du marché, et que je partage très largement, c'est pas que le secondaire va atterrir, le secondaire va continuer à se développer, il va juste simplement être de nouveau dilué. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de bruit autour du secondaire, puisque dans le radar médiatique, il y a moins d'opérations plus traditionnelles, moins d'introductions en bourse, moins de rachats plus classiques. Et donc, et par ailleurs, il y a pas mal de transactions secondaires qui effectivement sont en train d'arriver sur le marché. Et donc, dans le bruit médiatique, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de communication autour du phénomène du secondaire. Bon, une fois que les autres moteurs se seront rallumés, moi, je m'attendrai, et c'est un peu encore une fois le consensus du marché, à ce que le secondaire continue tranquillement à tracer sa route et avec des taux de croissance qui sont soutenus par des dynamiques qu'on évoquait et qui me paraissent être des dynamiques de long terme et assez fortes. Mais simplement, dans le radar médiatique, ça devrait assez mécaniquement redescendre un petit peu. Et ce serait d'ailleurs très bien, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas un effet vase communicant, c'est que ça a permis au secondaire effectivement de porter sa croissance et le secondaire va continuer sur sa dynamique, si je comprends bien selon toi. C'est pas un effet vase communicant puisque les gérants de fonds et les investisseurs se rendent compte qu'il y a un marché aujourd'hui qui est suffisamment profond. Ce qui n'était pas le cas, encore une fois, il y a 10 ans. Il y avait déjà évidemment des solutions et des gros acteurs positionnés, mais le marché était beaucoup plus embryonnaire. Aujourd'hui, quel que soit votre besoin, quasiment, vous pouvez vous tourner sur le marché secondaire et dialoguer avec des acheteurs potentiels. Ensuite, en fonction des qualités intrinsèques de la transaction et d'un certain nombre de paramètres, la transaction, elle va au bout ou elle ne va pas au bout. Mais en tout cas, il y a une offre de secondaire qui est beaucoup plus abondante, beaucoup plus structurée, beaucoup plus mature. Et donc, il y a des investisseurs comme des gens qui ont pris goût et qui ont même pris le réflexe de se tourner vers le marché secondaire pour régulièrement tester des options de liquidité ou des possibilités de monétiser leur position. Et donc le marché va continuer à se développer puisque une fois qu'on y a pris goût, en général on y revient. Je disais tout à l'heure, il y a à peu près une transaction sur deux qui s'est fait, un intervenant sur deux sur le marché l'année dernière qui était nouveau en secondaire. Et donc sur les 50% restants, il y a à peu près 30% qui eux sont des investisseurs chaque année. Donc il y en a 50% qui sont des nouveaux, mais il y en a 30%, eux font ça régulièrement chaque année. Et ce chiffre, il est croissant. Donc c'est un marché qui structurellement est amené à se développer. Et on suivra ça ensemble dans les prochaines années. Merci beaucoup Johan Kojol de nous avoir accompagnés dans ce podcast France Invest. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau podcast France Invest. Merci Nicolas.